2134. Une patiente se réveille d'un coma profond. Son cerveau a été réparé, non pas par la main d'un chirurgien, mais par une intelligence artificielle. Grâce aux neurosciences computationnelles, son esprit a trouvé un nouveau souffle dans les lignes de code. Bienvenue dans Défis de science, défis de société, un podcast de l'Université de Strasbourg. À travers des séries thématiques, nous explorons les grands défis du monde contemporain sous le prisme de la recherche. Pour cette première série, nous avons choisi l'intelligence artificielle, ses promesses, ses limites et son impact. Aujourd'hui, nous rencontrons Demian Battaglia, chercheur au sein de l'Institut thématique interdisciplinaire de système nerveux de l'adaptation aux pathologies. Alors bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que sont les neurosciences computationnelles ? En fait, les neurosciences computationnelles sont l'étude du cerveau, du système nerveux et du fonctionnement cognitif du cerveau par les outils de la modélisation mathématique, physique et informatique. Donc, on utilise des ordinateurs et beaucoup de maths, mais on fait des neurosciences encore. Comment cela diffère des neurosciences plus classiques ? Les approches sont profondément différentes. Pendant très longtemps, on a fait de l'expérimentation in vitro, en recréant des systèmes nerveux dans la capsule Petri, ou in vivo en enregistrant l'activité du cerveau par les outils de l'imagerie cérébrale. Les neurosciences computationnelles rajoutent à ces approches traditionnelles les approches in silico, à l'intérieur de l'ordinateur. On peut utiliser ces algorithmes, nos méthodes computationnelles pour analyser les données provenant d'autres modalités, mais on peut aussi recréer des vrais circuits cérébraux à l'intérieur de notre ordinateur et étudier ainsi de façon expérimentale en fait, la copie virtuelle, le jumeau virtuel du système qu'on analyse plutôt que les enregistrements d'un cerveau réel. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ça ? Il faudrait déjà commencer par définir le terme intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent en fait, sont habituées à jouer ou à poser des questions à des systèmes comme ChatGPT ou Mistral ou Claude. Ça, c'est ce qu'on appelle des modèles de langage. Je dois dire en fait que je ne me sers pas beaucoup de ce genre d'outils dans ma recherche. Par contre, en fait, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage par les machines. Il s'agit de modèles intelligents dans un certain sens parce qu'ils apprennent à interpréter les données à notre place. Voilà, souvent, nous travaillons en neurosciences avec des données très complexes, des données de grande taille, beaucoup d'heures d'enregistrement. On mesure beaucoup de propriétés en même temps et ces données sont simplement trop gros, on s'y perd dedans. Et ces outils de machine learning peuvent nous permettre de faire de la réduction dimensionnelle. Ils deviennent des véritables générateurs d'hypothèses. Ils sont bien plus que des outils. Après, ça reste le rôle du chercheur humain de creuser pour voir si ces suggestions ont du sens. Et c'est une démarche itérative. Une fois qu'on a trouvé des réponses, on peut refinir les hypothèses. Je me sers aussi beaucoup de notre type de technologie computationnelle, la simulation. Aujourd'hui, en fait, on peut partir de données expérimentales par rapport à la connectivité des circuits cérébraux et on peut se servir de ces données pour créer à l'intérieur de notre ordinateur des cerveaux virtuels et générer ainsi des véritables copies des données qu'on pourrait mesurer dans la réalité. La différence, c'est qu'on connaît tout de ces cerveaux virtuels. On connaît comment ils sont composés, on connaît quels sont les mécanismes qu'on a choisi d'insérer à l'intérieur de ces cerveaux. Et donc, en fait, en construisant des modèles qui ressemblent aux vraies données, on peut faire ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. On peut essayer de reconstruire quels sont les mécanismes, les fonctionnements, voire les dysfonctionnements du circuit qui expliquent les observations expérimentales qu'on en fait. Quel type de données, en fait, vous utilisez pour alimenter ces cerveaux virtuels ? Moi, j'ai une formation de physicien, de mathématicien, donc je n'ai pas de système neurobiologique de prédilection. Je collabore avec beaucoup d'autres chercheurs. Donc, je peux collaborer avec des chercheurs qui font de la recherche sur le modèle animal, souris ou primates non humains. Et je peux collaborer aussi avec des neurologues et des neuropsychologues qui donc collectent des données humaines par la neuroimagerie. Et je peux construire des modèles à toutes les échelles. En ce moment, en fait, j'ai beaucoup de projets en relation avec des neurologues et des neuropsychologues, notamment ici sur le campus de Strasbourg. Les données sont des données comme ceux qu'on pourrait collecter dans un hôpital. Il y a beaucoup parmi les écouteurs qui ont certainement fait des électroencéphalogrammes ou qui ont eu des acquisitions à l'intérieur d'une machine de résonance magnétique. C'est exactement ces données, ces mêmes données cliniques qui sont utilisées pour le diagnostic, qui peuvent servir à comprendre nos modèles de cerveau virtuel. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de découverte que vous a permis de réaliser l'intelligence artificielle dans vos recherches ? Nos modèles nous disent que l'activité du cerveau devrait être constamment en train de se reconfigurer, de se transformer,
de changer. On a tendance souvent à chercher dans le cerveau la version moderne de la bosse des maths ou de la bosse de l'intelligence. Les modèles nous disent fortement que le cerveau travaille tout le temps ensemble comme un système complexe. La fonction du cerveau, en fait, émerge de cette reconfiguration continue, de cette dynamique fluide et structurée, en fait, qui n'est pas du hasard, en fait, mais qui n'est certainement non plus simple. D'ailleurs, les mathématiques complexes et les modèles de machine learning complexes, en fait, nous sont nécessaires pour respecter cette complexité que les analyses classiques souvent stérilisent en les réduisant à des modèles trop cartésiens et trop simples. Nos cerveaux sont créatifs. Les modèles dont nous suggèrent qu'il faudrait regarder les données autrement. Et c'est par exemple grâce à ces intuitions issues des modèles qu'on a récemment en fait analysé la dynamique du cerveau dans la maladie d'Alzheimer chez des souris mutantes qui ont été modifiées génétiquement pour pouvoir développer la maladie d'Alzheimer. Et c'est justement grâce aux intuitions que les méthodes computationnelles nous avaient données qu'on a pu se rendre compte qu'une différence de taille entre les souris saines et les souris malades, bien avant que la pathologie soit développée, était justement au niveau de la dynamique. Le cerveau des souris saines, en fait, ont tendance à rester bloqué. Et cette découverte nous permet d'envisager des nouveaux traitements, mais des traitements, en fait, qui viseraient à rendre de nouveau fluide et dynamique, en fait, la reconfiguration de l'activité du cerveau. Ce que les modèles vous ont incité à regarder, c'est la dynamique, la fluidité. Tout à fait. Le modèle du cerveau virtuel est ce qu'on appelle en mathématiques un système dynamique. Sa nature, en fait, est d'évoluer, de bouger dans le temps. Or, les analyses classiques, en réalité, ignorent presque complètement cet aspect dynamique. C'est justement l'utilisation d'un outil mathématique et computationnel qui nous a inspiré à chercher dans les données des propriétés qu'on ne regarde pas d'habitude. En recherchant ce qu'on ne cherche pas d'habitude, on a trouvé quelque chose qui était gros, évident, sous nos yeux, mais qu'on n'avait pas vu juste parce qu'on regardait avec des intuitions figées par de sciences façonnées par des humains, plutôt que suggérées et inspirées par ce que des algorithmes et des méthodes mathématiques nous disent. Et est-ce que vous pouvez aussi donner des exemples d'applications qu'on pourrait envisager dans un avenir proche? J'avais parlé du cerveau comme d'un système complexe. Et comme exemple d'un système complexe, je vous donnerai le jeu du Mikado. Quand on touche un petit bâton, c'est la construction complète de tous les bâtons qui commencent à bouger. On pense en fait que quand on perturbe une région, on ne perturbe que cette région. Mais perturber une région cérébrale aura un impact qui pourra aller bien au-delà de la région que je perturbe. Si je modélise le cerveau mathématiquement, ou par des approches de machine learning ou de modélisation mathématique, je me rends compte que toutes les parties coopèrent ensemble. Si je dispose de ces outils mathématiques informatiques, je pourrais maîtriser la complexité. Et la complexité ne sera plus une ennemie qui m'empêche d'avancer, ça deviendra notre allié parce que ça nous permettra d'obtenir des effets inattendus. La modélisation computationnelle pourrait être très utile pour optimiser les traitements des maladies neurologiques, neuropsychiatriques, en fait, par la stimulation cérébrale. On dispose aujourd'hui de systèmes qui permettent, par des champs magnétiques et électriques extérieurs au cerveau, de stimuler certaines parties du cerveau pour en modifier le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des limites ou des défis auxquels vous êtes confrontés, notamment au niveau éthique, technique ou sociétal? Merci de poser cette question. Grâce à nos modèles mathématiques informatiques, on commence à être capable de lire le langage du cerveau. Un jour, en fait, on pourrait, probablement par nos approches, en fait, arriver à lire dans l'activité du cerveau des informations privées, on pourrait même arriver à altérer le fonctionnement ordinaire des circuits cérébraux d'un individu, d'un patient, en fait. Il y a des gros enjeux en termes de possibilités de thérapie, même de simple compréhension fondamentale, en fait, de ce qui permet à ce bout de viande, de chair, que notre cerveau, finalement, de produire notre personnalité, notre créativité et nos pensées. Mais il faudra aussi être très attentif à ne pas empiéter sur des libertés fondamentales. Et vous-même, personnellement, êtes-vous plutôt optimiste ou prudent ou fasciné par cette évolution? Alors moi, je suis fasciné. C'est comme si on avait, grâce à ces outils de machine learning, une pierre de Rosetta. C'est un peu comme l'apprenti sorcier, en fait. On utilise ce genre d'objets, en fait, qui sont très puissants et on ne les comprend pas encore. Mais ces outils sont sont assez proches de l'objet qu'on analyse. Et donc, ce qui me fascine, en fait, dans cette démarche, dans cette marche parallèle des neurosciences computationnelles et de technologies d'IA, c'est le fait que finalement, en fait, il y a un enrichissement réciproque dans la compréhension des dimensions. J'ai confiance dans l'homme, que nous serons capables d'en tirer plus de bénéfices que d'erreurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Les neurosciences computationnelles ne relèvent plus de la science-fiction. Elles nous rapprochent chaque jour un peu plus d'une compréhension fine
modélisable et peut-être un jour manipulable de ce que nous avons de plus mystérieux, notre cerveau. Ce n'était qu'un des regards sur l'intelligence artificielle. Dans le prochain épisode, on l'abordera autrement. Abonnez-vous à Défis de science, Défis de société et plongez dans la suite de la série.